quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. Et avec Pierre-Luc Cloutier. Bonsoir! Ouais, évidemment, vous le connaissez sous PL Cloutier, mais on s'est connus à une époque où c'était Pierre-Luc. Oui, à une autre époque, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans qu'on se connaît, je pense. Ouais, on s'est croisés sur les plateaux de Cap sur l'été. Oui! Belle émission estivale. Un bon bonjour à Marc Hervieux et Marie-Josée Taillefer. Je m'ennuie d'eux, des fois. Ouais. Moi, j'ai vu Marc récemment. C'est vrai. Écoute, oui, il est vraiment content de nous voir aller, là, parce qu'on a, après cette aventure, connu quand même un certain succès. Ben oui, puis ils sont tellement gentils. Moi, j'ai vu Marc cet été, au début de l'été, c'était au spectacle d'Alain Choquette. Puis j'ai vu Marie-Josée au gala célébration de l'Auto-Québec. Puis à chaque fois, on est comme, oh mon Dieu, c'est le fun de se revoir. C'était vraiment une belle gang. Mais tu sais, tout le monde te connaît bon, ta vie dans ton livre, sur ta chaîne YouTube. Je pensais que t'allais dire dans ton lit. Je suis comme, pardon. Tu racontes aussi tes histoires et tes échecs avec Tinder. Oui, surtout mes échecs. Oui. Mais moi, je veux même pas parler de cette vie-là, qui est quand même fascinante, mais on y a accès. Ouais. Je veux parler de ta vie techno. Oui. Parce que je suis sûr que c'est absolument fascinant. Et là, on a parlé de Cap sur l'été, mais je veux qu'on remonte encore plus loin. Attention. Oui. C'est extraordinaire. J'ai fait ça avec ma bouche. Premier ordinateur, premier jeu vidéo, as-tu souvenir de quelque chose? Oui. Moi, je vais trahir mon âge tout le long de cette chronique. Mais nous, on avait un ordinateur. Évidemment, on n'était pas dans les laptops ou les iPads de ces affaires-là. On avait un bon vieil ordinateur avec les disquettes molles. Puis je jouais à SimCity là-dessus. Okay. C'était DOS. Il fallait taper une série de codes pour ouvrir le jeu à partir de la disquette. Puis je me rappelle qu'il y avait WordPerfect. C'était tout bleu. Tout tenait sur la disquette, le logiciel était de... Il n'y a rien qui marchait de base. Il fallait tout le temps rentrer ça, la disquette molle, tourner une espèce de petite... Il y avait comme une languette là, qu'il fallait descendre pour ça. Fait que ça, c'était le premier ordinateur. Je me souviens qu'on n'était pas les plus techno dans ma famille. Ça a pris un bout avant qu'on ait l'Internet. Puis là, ça énervait vraiment ma mère parce qu'à chaque fois qu'elle voulait appeler, on était en train d'utiliser la ligne téléphonique. Puis là, elle tapait des numéros pour nous déconnecter parce que ça faisait planter la connexion. Quand tu jouais en réseau, il fallait que tu avises « Répondez pas! » Ben arrête, on jouait en réseau avec 2 ordis connectés par un fil qui passait dans le corridor parce qu'on jouait à Warcraft 2 avec mes cousins. Ça To your command. J'adorais ce jeu-là. On jouait en mode in the dark, là. Fallait explorer la carte, tout ça. Fait que, mais j'étais pas full console, moi. Le dernier que j'ai eu, c'était un Nintendo 64, que j'ai encore d'ailleurs. J'étais très bon à GoldenEye. Un classique. Écoute, c'est encore aujourd'hui un des meilleurs jeux de tir à la première personne. Moi, faut pas me donner Natalia dans Archive, là. Oublie ça, je connais des passes secrètes. Si on joue avec Remote Minds, là, c'est sûr que tu perds. Ou un combat de Hot Jobs, mais à coups de main, là. Ah oui! Ça peut être long, par exemple. Dans ce cas-là, je prendrais le baron, genre. Il y avait comme un personnage, Puis après ça, je veux qu'on fasse un petit saut cap sur l'été. Tu fais quand même du photo-reportage. Donc là, tu avais un appareil photo numérique. Mais en fait, à cap sur l'été, c'était assez low-tech. J'étais un chroniqueur classique avec des visuels, tout ça. C'est plus dans le vacancier transat où vraiment, là, je faisais un peu comme du vlog, où je filmais avec un appareil photo réflexe autour du monde sur lequel j'avais branché un micro sans fil Sennheiser. OK, sans fil en plus. Oui. Puis je traînais un trépied Manfrotto, qui est encore mon trépied que j'utilise pour ma chaîne YouTube depuis toujours. Puis je faisais des reportages genre devant le musée du Louvre, tout ça. Puis c'était dégueulasse parce que je me filmais tout seul. Puis je pouvais jamais entendre le son avant de réécouter mes tournages. Puis on pouvait pas brancher d'écouteurs dans cette caméra-là, ce qui fait que le son, on l'entendait toujours à moitié. Puis là, je revenais à l'hôtel avec mon tournage. Puis là, je l'écoutais dans l'ordinateur. Puis une fois sur 2, quand je visitais, mettons, des lieux touristiques, dans mon micro sans fil, j'avais des interférences, des guides qui amenaient des groupes, là, puis que tout le monde avait la petite oreillette. Alors, votre gauche, vous voyez la peinture oui. En fait, au début de la Renaissance. C'était vraiment pas facile. L'autofocus débarquait tout le temps avec les arbres qui brassaient par en arrière. C'était pas facile. Non, ça veut dire que si ton son sonnait comme ça pendant un bout de temps, t'avais aucune idée, à part quand t'arrivais de monter ta vidéo. Et c'est arrivé je pense que j'allais dire des dizaines de fois, c'est plus que des dizaines de fois. C'est arrivé à chaque fois que des prises étaient ratées, ce qui fait que chaque phrase que j'ai dit dans ce projet-là, je l'ai dit au moins 4 fois pour être certain d'avoir des backups. Fait qu'il n'y a aucune affaire qui était naturelle et authentique. On est en quelle année à peu près, là? Ça, c'était en 2011. 2011? Ouais.
Ça a vraiment évolué depuis, comme faire un Facebook Live à ce moment-là, c'était toute une... ça prenait un ordinateur, là, on faisait pas ça sur notre iPhone. C'était vraiment un... c'était les débuts d'Instagram. Et là, c'est incroyable parce que en réaction comme ça à un moment donné, contrat non renouvelé, t'as décidé de... À Cap sur l'été. on les salue. Et le pire, là, c'est que j'ai tout en l'air de bâcher contre Cap sur l'été, là, mais j'ai revu la productrice qui était sur Marina Orsini, puis j'ai revu toute l'équipe, puis c'est sans rancœur, sans rancune. Je suis vraiment en paix avec tout le monde, puis au pire, je les remercie de ne pas avoir renouvelé mon contrat parce que ça m'a forcé à être très créatif. Puis tout ce qui m'est arrivé depuis serait jamais arrivé si mon contrat avait été renouvelé. Fait que vraiment, là, que du love. Ben oui. À recul. Merci. On a été non renouvelé en même temps. Yes! High five! Mais donc, en réaction à ça, tu crées une chaîne YouTube. YouTube est quand même pas un média de masse à ce moment-là. Là. Non, mais même moi, je savais même pas c'était quoi les YouTubers. Parce que moi, YouTube, j'utilisais comme de l'hébergement. Exact. Fait que j'avais un blog qui était hébergé sur WordPress. Excuse-moi, mais c'était bien mal connaître la plateforme. Oui. Moi, Facebook et YouTube, je me disais, mais c'est cool, on peut mettre nos photos ou nos vidéos là pour nos amis proches. Comme c'était Flickr, genre. Ouais, c'est ça. Mais finalement, écoute, c'était partageable. Là. Ouais, c'est ça. Mais il n'y avait pas tout. Quand je faisais le Vacancier Transat en 2011, on utilisait YouTube comme plateforme d'hébergement des vidéos parce qu'il n'y avait rien de meilleur pour uploader n'importe quel format de fichier. Ça le convertissait, ça jouait bien partout. On pouvait le mettre sur Facebook, dans un blog. C'était vraiment un bon outil. Puis, il n'y avait pas la notion de s'abonner à une chaîne. C'était vraiment des utilisateurs. Puis là, c'était la recherche. Puis les fonctions étaient vraiment pas comme aujourd'hui où c'est vraiment un réseau social, là, YouTube. Fait que vraiment, c'est comme ça que j'ai appris à l'utiliser comme outil. C'est dans le Vacancier Transat. Puis quand Cap sur l'été s'est terminé, là, j'ai vraiment pris du temps pour... c'est un ami qui m'a lancé sur cette piste-là de « Ah, tu pourrais essayer YouTube ». Puis là, j'ai vraiment pris le temps d'essayer de comprendre comment ça marchait parce que je le voyais encore comme une plateforme d'hébergement, un service de hosting, dans le fond. Puis là, j'ai découvert, ben non, il y a toute une structure sociale, il y a des chaînes, les gens s'abonnent, les gens donnent des likes, des commentaires. Fait que j'ai comme tout le côté réseau social de YouTube, moi, je l'ai découvert plus autour de 2013-14, disons. OK. Puis, est-ce que tu te souviens de la première vidéo que tu as faite, genre la première PL Cloutier? Là, tu dis, OK, je démarre ma chaîne, je la traite plus, je traite plus cette plateforme comme un hébergement. Ben oui, parce qu'en plus, sur ma chaîne YouTube, il y avait encore mes vieux démos de chroniqueurs puis des vieilles trucs, des vieux trucs que j'avais comme en hébergement là-dessus. Mais mon premier vrai vidéo de Salut, c'est PL Cloutier, là, ça, c'était des trucs pour la séduction. Puis c'était tiré d'un article sur Canoë Santé où c'était ça avait vraiment l'air d'un article acheté d'une banque de pige, là, genre France Splash News. Là. Puis c'était des trucs pour séduire, mais les trucs avaient comme... C'était sans queue ni tête. Fait que j'ai juste lu l'article en rajoutant des commentaires, en faisant des blagues autour de ça. Puis ça a été ma première vidéo. Aujourd'hui, tu as plus de 300 000 abonnés sur ta chaîne principale. Oui. Est-ce que ces chiffres-là te définissent pas totalement, mais en partie? Mais pas tant encore. Ben vraiment moins qu'avant, en fait. Parce que l'idée d'avoir des abonnés, c'était super important, disons, dans la version 2017 de YouTube. Ouais. Dans celle d'aujourd'hui, le poids de s'abonner à un contenu, c'est pas nécessairement ce qui... mais disons, c'est pas comme ça que l'algorithme fonctionne. Ce qui va être beaucoup plus important, c'est ce qu'on a regardé. Qu'est-ce qui ressemble à des vidéos que moi j'ai regardées, que d'autres personnes ont regardées. YouTube essaie d'analyser beaucoup plus les comportements d'écoute pour savoir quelle vidéo suggérer. Fait que, mettons, le fait d'avoir 300 000 abonnés, on dirait que pour moi, c'est beaucoup moins important aujourd'hui que ça l'était avant. C'est plus les vues qui comptent. Te rappelles-tu un peu de ton équipement de base dans tes premières vidéos? Là? Bien, absolument, parce que c'était des vestiges du Vacancier Transat. Okay. J'utilisais toujours mon fameux trépied, Manfrotto, qui est une des meilleures marques de trépied, en passant. Là, si vous, parce que je trouve le trépied, là, c'est probablement l'endroit où tu veux être le moins cheap. C'est sûr, parce que, écoute, tu mets des appareils qui valent des milliers de dollars. Entre autres. T'es prêt à cheaper pour... un truc, une copie chinoise qui peut casser, qui va tomber, briser ta lentille. Ben oui. Mais c'est surtout, moi je trouve que c'est un peu comme d'équipement de son. Là. Je trouve que c'est de la technologie qui évolue tellement lentement que ça vaut pas la peine de sauver un petit 50 ou un 100 $ là-dessus parce que c'est quelque chose qui va te servir vraiment très, 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 très longtemps. C'est mécanique. C'est pas quelque chose qui évolue ou qui devient dépassé puis qu'on doit remplacer aux 2 ans. Là. T'avais pas de micro
t'avais pas... Entends-tu les avions? C'est extraordinaire, On est rendu avec des avions sur la Rive-Sud qui décollent comme ça. C'est ton jet, c'est ça? Oui, c'est les gens de Saint-Lambert se plaignaient sur Oshéaga, là. Ben, d'après moi, ils n'ont pas fini à parler des avions sur la Rive-Sud. Mais t'avais pas de micro dédié pour ta caméra, t'avais pas non plus j'imagine, d'éclairage dans tes premières vidéos? Non, c'est ça. Ben, en termes d'éclairage, j'étais quand même débrouillard. Mais il faut dire que moi, j'ai fait une formation avant que tout ça commence. J'ai étudié au bac en télévision à l'UQAM, où j'ai vraiment appris la base de la technique. Fait que du montage, la caméra, la photo, du Photoshop, du montage sonore. Tout ça, j'avais eu des formations pendant 3 ans. Fait que je partais pas avec zéro. Puis, on nous avait appris plein de méthodes d'éclairage. Puis, une des méthodes que j'ai repris de mes cours, c'était d'avoir une feuille de papier ciré par-dessus notre éclairage qu'on tient avec une pince à linge en bois pour pas qu'elle fonde. Mm-hmm. Et ça a été mes éclairages pendant presque 2 ans sur ma chaîne YouTube. Le genre de lampe là, en métal là, pour faire la construction, dans le fond, qu'on prend chez Rona, là, tu mets ça en dessous de ton auto pour travailler. Là. Bon, ben c'est ça que j'ai utilisé pendant 2 ans, que je prenais les pinces, je mettais ça après mes dossiers de chaise de table de cuisine, avec une feuille de papier ciré par-dessus, puis ça a été ça qui a été mes éclairages. Caméra, j'avais déjà ma caméra. Niveau du son, je me suis équipé d'un micro Rode. Oui. Vraiment, j'ai pris ça chez Lozo, je pense que c'était 100$. C'est le micro que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai peaufiné mes techniques pour l'utiliser, mais c'est encore ça qui fonctionne. Quand est-ce que tu t'es dit à un moment donné, OK, il faut que j'augmente mon niveau, il faut vraiment que ça soit... faut que ça soit plus beau, faut que ça soit meilleur, faut que ça soit plus éclairé. Y a-tu un moment précis, tu dis, OK, à partir de cette vidéo-là, la game a changé? Ben, il n'y a pas eu une vidéo, mais je sais qu'à un moment, j'ai réalisé que, ben là, ça va être ça YouTube, c'est ça que je vais faire. Fait que je vais me payer un cadeau, je vais mieux m'équiper. Fait que là, j'ai acheté des éclairages, des softbox, des trucs comme ça. Mais moi, je suis vraiment de l'école où... c'est pas nécessairement la qualité technique ou la prouesse technique qui compte, c'est le contenu. Fait que j'ai pas nécessairement... Je suis pas de ceux qui se sont virés fous, là, qui se sont équipés avec des caméras RED, là, puis des affaires là, 4K. Je tourne toujours pas en 4K. J'ai pas... Excuse-moi, je t'arrête, mais tes vidéos sont quand même vraiment... Tu sais, esthétiquement, c'est beau, les couleurs sont belles. Oui, merci. Non, mais je veux dire, t'as un fond de décor, t'as plusieurs prises de vue, donc t'as plusieurs appareils aussi. Hein. Ouais, mais je suis pas viré fou. T'sais. En fait, moi, j'ai préféré mettre l'argent sur ma lentille. J'ai une lentille Sigma que j'ai utilisée sur une Canon T4i pendant 3 ans. Là, j'ai acheté une 70 ou une 80D, je pense, de Canon. J'ai choisi cette caméra-là pour 2 raisons. Un, on peut brancher des écouteurs dessus. Bon, ce qui était ma frustration depuis toujours de ne pas pouvoir monitorer mon son avant d'être rendu en post-production. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis, je l'ai choisi parce que ma lentille Sigma était compatible. Fait que j'ai juste eu à changer le boîtier de ma caméra. Mais je mets beaucoup plus d'efforts, moi, dans ma prise de son. Pour moi, c'est ça qui est plus important que mon image. Je trouve c'est une des leçons que j'ai appris dans mes formations à l'UQAM, c'est qu'on va toujours pardonner une prise d'image pas au focus ou quelque chose comme ça, mais une prise de son ratée, c'est agressant, c'est gossant. On la remarque tout de suite. Fait que la priorité va au son, je dirais, dans mes affaires. Même que c'est un de mes défauts de monteur. Quand je monte, j'accorde beaucoup plus d'importance à mon montage son, ce qui fait que des fois, visuellement, je vois d'autres chaînes, je suis comme, ah oui, ça paraît qu'eux, ils sont visuels. Parce que moi, j'ai tendance à, c'est ça, peut-être mettre moins d'énergie là-dessus. Il y a eu un moment où YouTube... t'as permis de monétiser tes vidéos. Ben, dès le début. Oui, je pouvais déjà le faire. Avant, c'était beaucoup plus facile. On faisait juste créer un compte AdSense, puis on n'avait pas besoin de minimum d'abonnés ou de vues. On pouvait tout de suite l'activer. Là, je sais que c'est rendu plus strict. Là. Mais quand est-ce que tu as dit, là, c'est sérieux, là. On joue dans une grande ligue, je suis capable de vivre de ça. Mais c'est quand j'ai reçu mon premier chèque de 100 000 $. C'est pas vrai! C'était plus mon chèque de 8 $. J'étais juste en train de réfléchir. Aïe, quel client a bien pu lui donner 100 000? Aucun. Non, il n'y a pas eu un moment précis. C'est ça qui est arrivé, c'est que ce qui m'a vraiment permis de me concentrer sur ma chaîne YouTube, là, c'est grâce à la chaîne TFO. Qui est le pendant ontarien c'est un peu l'équivalent de Télé-Québec. Là. C'est une chaîne éducative avec un gros mandat jeunesse et ils sont hyper novateurs. Comme ils ont créé des chaînes YouTube avant tout le monde. Ils se sont tout de suite tournés vers les influenceurs, les YouTubeurs. Ils ont comme vraiment, ils se sont arrachés
Quelque chose ici que je trouve que les diffuseurs prennent beaucoup de temps à les recruter. Là. Ils ont vraiment cerné toute une gang qui avait du succès sur Internet. Fait que j'ai fait l'émission Flip TFO pendant 3 ans, ce qui m'a permis de graduellement un peu fade out sur mes autres projets pour me concentrer sur YouTube parce que ça m'assurait une source de revenus récurrente pendant l'année. J'avais une chronique aux 2 semaines. Quand j'étais pas en studio, je faisais un truc de chez moi. Fait qu'à toutes les semaines, j'avais cette petite sécurité-là d'emploi, ce qui fait que j'ai pu commencer à arrêter de faire des piges en médias sociaux ou plein de trucs, puis vraiment me concentrer sur YouTube. Puis éventuellement, YouTube est devenu une source suffisante de revenus pour pouvoir dire « j'arrête tout ». Ce qui est en train d'un peu arrêter, parce que là, la tendance est beaucoup sur Instagram. Ben, c'est drôle que tu fasses justement ce lien-là. YouTube a été très bon pour toi. Les temps changent. YouTube change. L'algorithme change. Mais mes vues sont encore aussi bonnes. C'est pas l'algorithme en ce moment qui est un problème. C'est plus l'attrait des annonceurs. Parce que on dirait qu'avant, à tous les mois, je réussissais à avoir une vidéo avec un contenu commandité. Ou, par exemple, c'était l'Auto-Québec qui avait une présence dans mes contenus. Ou j'en ai eu plein. Il y a eu Coca-Cola, il y a eu McDonald's souvent, Bureau en gros, Swiffer. Il y avait toujours des grosses campagnes nationales. Là, la tendance est beaucoup plus sur Instagram. Évidemment, les cachets sont pas les mêmes pour prendre une photo que pour créer une vidéo de toute pièce avec tout ce que ça implique. Mais quand je parle de l'algorithme, il y a quand même quelque chose là-dedans aussi parce que les suggestions que YouTube nous fait, ben ces suggestions-là, ils ont changé un peu. Là, c'est-à-dire que si je vois pas du PL Cloutier dans les vidéos qu'on me suggère quand je regarde un YouTuber similaire, ben c'est sûr que toi, ça t'amène à devoir modifier certains trucs. Ben oui, les vues sont beaucoup moins prévisibles qu'avant. Disons que, mais ça revient à ce que je disais sur le poids de s'abonner à une chaîne qui est plus super important, parce que avant c'était la façon de savoir qu'il y avait un nouveau contenu. On était notifié, ah mon Dieu, PL a publié quelque chose, ou tel autre que je suis, Norman, vient de publier, je vais aller voir sa vidéo. Maintenant, c'est l'accueil qui guide beaucoup c'est la page d'accueil de YouTube qui dicte un peu qu'est-ce qu'on va regarder. Ça, c'est uniquement basé sur ce qu'on a regardé avant. Donc, les tendances sont beaucoup plus populaires qu'avant. Il y a beaucoup plus une dynamique, le gagnant rafle tout. Là. Disons qu'avant, les vues étaient bien réparties entre toutes sortes de créateurs. Là, je dirais qu'il y a quelques chanceux qui vont obtenir énormément de trafic par le biais des recommandations, et tous les autres vont recevoir beaucoup moins de vues qu'avant. Fait que ça a beaucoup changé, mais je pense vraiment pas que c'est ça qui a changé le niveau business, là, le côté publicitaire. C'est vraiment un attrait des marques pour Instagram. J'ai l'impression sur Instagram, ils ont plus l'impression de contrôler l'outil parce qu'ils peuvent après ça créer des publicités sur Instagram. Les statistiques sont plus précises. Puis aussi, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus facile de contrôler le message sur une photo plutôt que sur 30 images secondes sur une vidéo de 20 minutes. Il y a plus de chances de gaffe ou de trucs à vérifier. Fait que les campagnes, c'est ça, se sont beaucoup déplacées sur Instagram. Et moi, j'espère que ça va revenir sur YouTube parce qu'à la base, je suis un YouTuber. Mais aussi, je trouve ça beaucoup plus créatif, beaucoup plus de fun. Et puis une story Instagram, c'est le fun, mais après 24 heures, elle tombe dans l'oubli. Mes campagnes que j'ai fait avec l'Auto-Québec il y a 3 ans reçoivent encore des clics aujourd'hui. Fait qu'il y a comme toute une longévité qui n'est pas la même. Bon, écoute, c'est drôle parce que ce quart d'heure techno-là, c'était peut-être un peu naïf de ma part de penser qu'on allait faire 15 minutes. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le segment YouTube ici. OK. Puis on va faire une partie 2 que vous allez pouvoir écouter. Oh mon Dieu, une partie 2? Ben oui, que vous allez pouvoir écouter. Où là, on va s'attarder aux autres plateformes sociales que tu utilises. Ben oui, là, je vais aller me chercher un autre verre de vin, là, parce qu'on buvait du vin tout ce temps-là. D'accord. Chill. Oui. Le mien est vide. Alors, vous allez juste à cliquer. Il va y avoir une deuxième partie avec PL Cloutier où il nous révélera tous ses secrets techno. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.